Alors, je suis Florent Place. Je dirige la Fondation Clément avec Colette Sorel depuis sa création en 2005. Et je suis chez Clément depuis 1993. Ça fait plus de 30 ans. Je suis arrivé à la Martinique et chez Clément comme VAT, c'est-à-dire volontaire à l'aide technique, une sorte de coopération, comme archiviste, qui est ma formation initiale, pour m'occuper d'un fonds d'archives, enfin des archives que Clément et que Bernard Ayotte avaient réunies dès les années 90 à peu près, 80-90. Donc je suis arrivé dans ce contexte-là, je me suis occupé des archives de Clément, d'autres fonds d'archives qui arrivaient. La fondation n'existait pas sous forme de fondation. Elle s'appelait Fondation Clément, mais c'était une association loi 1901, un petit peu délicat. Et puis et on s'occupait on faisait des petites manifestations culturelles, mais disons que c'était assez modeste. Et je suis resté à peu près 5 ans. On a commencé à faire des ouvrages, des livres sur le patrimoine, à collecter de la documentation historique. Et puis en 98, j'ai quitté la Martinique. J'avais 27 ans et j'avais le sentiment un peu d'avoir fait le tour de ce que j'avais envie de faire. Et je suis parti m'installer à Montréal avec un visa d'immigrant, en particulier pour reprendre des études en histoire de l'art. Et là, j'ai fait ce qu'on appelle un baccalauréat dans le système nord-américain, c'est-à-dire une licence en histoire de l'art, histoire de l'architecture. Et ensuite, j'ai entrepris un diplôme supérieur en patrimoine moderne. Donc mon milieu, par les archives, je venais déjà du patrimoine, et là je restais vraiment dans le patrimoine bâti, patrimoine moderne. Et j'ai fait un échange universitaire en 2003 avec l'école d'architecture de Lille en France. Donc je suis arrivé en France en 2003 comme étudiant québécois en France. Mais je suis aussi français, donc c'est une situation un peu compliquée, un statut un peu curieux. Et j'ai fait donc ce séminaire qui devait compléter mon diplôme de SS. Et pendant mon séjour à Paris, Bernard Ayotte m'a recontacté pour me proposer de revenir à la Martinique parce qu'il avait le projet de créer la Fondation Clément, une fondation d'entreprise. C'était le moment où les lois sur le mécénat d'entreprise venaient d'être passées en 2002, quelque chose comme ça, et il voulait un peu réorganiser, rationaliser tous ces engagements de mécénat, ces engagements culturels sous cette entité de fondation d'entreprise. Donc c'était pas du tout mon projet de vie, de carrière que de revenir à la Martinique où j'avais passé 5 années formidables, mais j'étais un peu sur autre chose. Et puis et j'avais surtout d'autres propositions très intéressantes, soit à Paris, soit à Montréal, et j'ai dû faire un choix. J'ai fait le choix de revenir à la Martinique parce que la proposition était très séduisante. C'était de bâtir une fondation d'entreprise à partir de zéro ou presque, avec aussi, je savais qui était Bernard Ayotte, je savais que c'était Clément, je savais ce que c'était la Martinique, donc je n'arrivais pas dans un endroit complètement vierge, mais par contre le projet, lui, tout était à faire. Donc j'ai liquidé un peu mes affaires que j'avais à Montréal et à Paris, et puis je suis revenu à la Martinique en juillet 2004, il y a 20 ans exactement en ce moment. Et puis la fondation a été créée au courant de l'année 2005, et autour de la question de l'art contemporain. Alors, il y avait déjà des actions qui avaient été menées. Tout ça, la fondation, c'est un peu le résultat de l'acquisition de l'habitation Clément, enfin de la distillerie de la marque de rhum Clément en 86 par GBH, où avec le rachat de l'entreprise, on se retrouve avec une maison ancienne en très mauvais état. Et puis l'option qui est prise à ce moment-là par les personnes qui dirigent GBH et Clément, Éric Delucy, c'est de patrimonialiser, c'est-à-dire de mettre l'accent sur la maison,
pour constituer une sorte de narratif sur Clément, de mettre en avant ce patrimoine et puis à partir de la famille Clément, de donner du corps un petit peu, donner du terroir aussi à la marque qui était en difficulté. Donc la maison a été restaurée dès les années 80. Tout de suite, il y a eu une démarche patrimoniale. Donc ça, c'était un petit peu le début de l'intérêt de GBH, de Bernard Ayotte, sur la culture. Plus ce goût pour l'archive qu'il avait depuis toujours et qu'il avait commencé à collecter, la raison pour laquelle j'étais arrivé en 93. Et à ça là s'ajoute le goût de faire des livres, de publier, de faire de l'édition qui était déjà là. Et s'ajoute quelque chose de nouveau, mais qui va être un peu le cœur de l'activité de la Fondation Clément, c'est l'art contemporain. Alors la question, c'est pourquoi l'art contemporain? Il y a plein d'autres domaines possibles. On aurait pu intervenir dans le sport, dans le caritatif, dans l'éducation, dans d'autres domaines artistiques, etc. Probablement parce que on arrivait à une période assez charnière, peut-être un peu mais sans en avoir conscience, mais un peu à la fin d'une étape, à la fin d'un cycle pour les artistes à la Martinique, où tout était possible. Bernard Ayotte avait le sentiment que pour ce qui était de la musique, des arts vivants, les choses étaient assez organisées, il y avait des structures, c'était assez professionnalisé et qu'il n'y avait pas à intervenir dessus. C'est vrai qu'il y avait l'Atrium, ce qui est devenu Tropicatrium maintenant, qui était aussi un lieu de spectacle qui fonctionnait bien, qui était très bien équipé. Donc il n'y avait pas besoin forcément de rajouter. En revanche, sur le domaine des arts plastiques et visuels, il n'y avait pas vraiment de lieu ou pas de lieu de très haut niveau qualitatif, en tout cas dans la manière d'exposer. Et puis les artistes avaient besoin de soutien, pensait-il. La situation à ce moment-là était assez particulière. Je pense qu'on est vraiment arrivé à un moment charnière. C'est probablement ce qui a fait que ça a fonctionné, c'est que les artistes étaient un peu organisés en sorte de groupe informel qui étaient rattachés à des institutions politiques. Et il y avait un groupe qui était autour du CERMAC, par exemple, qui était très rattaché à la mairie de Fort-de-France, au PPM, et qui fonctionnait, mais qui arrivait déjà un petit peu en bout de cycle. La mairie de Fort-de-France n'avait pas forcément toujours les moyens de continuer la politique culturelle très ambitieuse qu'elle avait eue dans les années 70-80. Voilà, il y avait un autre groupe qui était autour peut-être de la région Martinique, qui était sous une majorité mime autour d'Alfred Marie-Jeanne, et qui avec des artistes qui étaient soutenus, qui exposaient, etc. Et puis il y avait un troisième groupe qui était un groupe soutenu peut-être plus par la direction des affaires culturelles, qui avait une approche moins identitaire et dont l'ambition soutenue par la direction des affaires culturelles était l'international, c'est-à-dire de faire émerger des artistes dans un contexte international. C'est la politique culturelle française, ça. Donc il y avait ces trois groupes avec des personnes qui étaient assez séparées. Et nous, on est arrivés en néophyte, peut-être sans bien connaître cette situation d'ailleurs, ce qui donne un avantage parfois, c'est d'être libre de faire ce qu'on veut. Et on a commencé à produire des expositions dans une petite case, la Casa Léo, qui fait 80 mètres carrés, située en face de la maison, qui était mal équipée pour faire des expositions. C'est un espace où il y a plus de fenêtres que de murs, ce qui est un peu contradictoire avec un lieu d'exposition, qu'on a aménagé au fur et à mesure, et on a commencé par une première exposition en décembre 2005 d'Hector Charpentier. C'est intéressant le choix de l'artiste parce que on voit bien qu'on était dans des artistes qui est déjà des artistes matures, hein, évidemment. En 2005, Hector Charpentier est un artiste reconnu et qui est une certaine sécurité, on va dire quelque part. Et on a commencé avec Hector Charpentier, et puis on a dû faire à peu près 5-6 expositions dans l'année, des expositions très courtes de 15 jours. Avec des moyens de production complètement limités, des éclairages que nous faisions nous-mêmes, je pense très très mauvais, des accrochages très simples, pas de catalogue, bon, c'était très simple. Mais dès le début, on a eu du public. Dès le début, on a eu du public soutenu, qui est revenu. Le cadre était évidemment celui de l'habitation Clément, qui est très 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 agréable, très très attractif. Et puis, au fur et à mesure, nous avons amélioré un petit peu notre manière de faire, notre manière de produire. Et rapidement, au bout d'un an ou deux, le succès avait pris, quoi. L'affaire avait prise. Et nous, on n'est pas du tout rentré dans les questions de chapelle, d'école, de groupe, de politique, etc. On
s'est mis au-dessus de tout ça et on a invité des artistes de tous les bords, des artistes qui habituellement se parlaient pas trop, ou du moins ne travaillaient pas forcément ensemble. Donc on les a exposés les uns après les autres, mais sous notre entité Fondation Clément, qui dépassait un petit peu ces groupes existants. Voilà un petit peu comment les choses ont commencé. Le succès aidant, on a eu l'ambition d'ouvrir un lieu plus important. Et ça, c'était en 2008 à peu près. Non, avant, 2007. En 2007, on a inauguré ce qu'on a appelé la cuverie, c'est-à-dire un ancien bâtiment qui accueillait autrefois les bureaux et les installations de préparation du rhum, et qui a été libéré par la réorganisation de Clément. Une partie des équipes est partie au Lamentin, et nous avons hérité de la jouissance de ce lieu que nous avons entièrement réaménagé. Nous avons ouvert une salle de 350 mètres carrés, ce qui à l'époque était très grand à l'échelle de la Martinique. Il n'y avait pas de lieu de cette taille-là. Et surtout, nous avons pu l'aménager avec beaucoup plus d'ampleur, de la hauteur, la surface, mais des questions de climatisation, de fonctionnement qui nous permettaient de monter des expositions beaucoup plus ambitieuses. Et nous avons fait de grandes expositions collectives dans ce lieu pendant plusieurs années, des expositions solo aussi bien sûr, mais qui avaient vraiment une ampleur autre que la case Aléo, que nous avons conservé et qui nous permettait d'avoir deux espaces, c'est-à-dire un espace pour faire des grands projets dans la cuverie et un espace pour faire des expositions plus intimistes dans la case Aléo. La question de la surface, c'est parfois un faux débat, hein. C'est sûr qu'on ne peut pas monter de grands projets dans 80 mètres carrés, mais la surface ne fait pas la qualité de l'exposition, et on a fait des expositions dans la case Aléo à peu près jusqu'en 2016, avec des expositions magnifiques, hein, de très grand intérêt. Donc parfois on regrette aussi de plus avoir un petit lieu qui permette de faire des choses plus expérimentales ou avec vraiment des artistes émergents, débutants, qui ont besoin d'un petit espace de qualité, mais pas trop grand. Donc bon, on est parti finalement sur une voie de la grande dimension, et c'est peut-être parfois aussi quelque chose qui nous enferme, qui nous oblige finalement à faire des grosses productions, et on peut regretter parfois de plus avoir le petit lieu qui nous permettait de faire des choses très sympathiques malgré la taille réduite de l'espace. Donc nous avons inauguré la cuverie en 2007. Et puis rapidement, on s'est rendu compte que il fallait plus, qu'il y avait matière à faire des projets plus ambitieux. Là est arrivé 2009 avec les grandes grèves, le grand mouvement social de février 2009, le moment de la profitation sur la vie chère, qui a beaucoup marqué la Martinique. Aujourd'hui, c'est peut-être un peu curieux, c'est quelque chose dont on semble qu'il n'y ait pas beaucoup de mémoire de cet événement-là. C'est quelque chose qui a un petit peu disparu des mémoires. Peut-être ça va revenir un jour, mais c'est ambigu comme mémoire, dirais-je, de cet événement. Mais à l'époque, ça a été quand même un événement très important, avec une grève de plus de 45 jours, un blocage de la Martinique, et qui a obligé à chacun à se poser des questions. Une des réponses à cet événement, mouvement social, mouvement politique, de la part de l'État, a été pour le ministère de la Culture de demander une grande enquête, un grand rapport à Michel Collardel, qui est un haut fonctionnaire du ministère de la Culture, sur l'état de la culture en Outre-mer. Et cette enquête, on savait un petit peu quel était l'état de la culture en Outre-mer, on n'est pas complètement tombé de notre chaise, mais ça a permis de mettre des chiffres, mettre des faits, d'être très rationnel, et ça a montré le sous-équipement culturel des Outre-mer, des différentes régions, en termes d'équipement, de lieux, de moyens, de ressources humaines, de compétences, etc. Donc une culture très riche, mais mal valorisée par un sous-investissement, un sous-équipement. C'est le moment où nous avons réfléchi à l'agrandissement de nos lieux, des espaces que nous avions, mais ça s'inscrit vraiment dans cette époque-là, où il fallait faire quelque chose pour la culture à la Martinique, dans l'outre-mer, mais à la Martinique. Frédéric Mitterrand est venu à la Martinique en 2011 à peu près. Nous l'avons reçu ici. Nous avons échangé avec lui sur ce qu'il fallait faire. Nous avons beaucoup hésité. À un moment, nous avons pensé peut-être ouvrir un lieu, par exemple, à Paris, et être une vitrine de la Martinique et de la Caraïbe à Paris.
C'est une hypothèse qu'on a abandonnée sur le principe que Paris est un lieu où il y a tellement d'offres culturelles permanentes que pour exister, il aurait fallu des sommes faramineuses et on aurait été noyé dans tout ce qui est disponible déjà à Paris. C'est le moment où LVMH baptisait la Fondation construisait la Fondation Vuitton, et très honnêtement, on voit pas très bien ce qu'on aurait pu faire dans ce contexte-là. Enfin, c'était pas du tout cette échelle-là. Donc, je me suis dit, on va faire quelque chose très loin, qui va être noyé, et à budget égal ou équivalent, si on fait quelque chose à la Martinique, on aura quelque chose de tellement qui va tellement dépasser l'existant que là on aura les moyens de faire des choses qui seront probablement visibles depuis l'extérieur. Voilà. Donc de valoriser finalement notre terroir, notre territoire, et le lieu que nous avons créé, qu'on appelle la Fondation Clément aujourd'hui, qui est ce lieu avec 3 salles d'exposition, qui a été ouvert en 2016. C'est le plus grand lieu consacré exclusivement à l'art contemporain dans les Petites Antilles, avec une programmation permanente. Vous avez toujours une exposition à voir. Et c'est un lieu avec les normes de conservation, de sécurité pour accueillir des grands projets. C'est un lieu qui se veut d'abord un lieu de territoire. C'est-à-dire que c'est un lieu qui a une fonction, c'est un équipement territorial, comme on en a dans toutes les régions. Donc notre but, c'est d'avoir cet équipement-là pour pouvoir faire des projets à l'échelle de la région et pour la Martinique. Bon. Nous avons ouvert le lieu en 2016, mais dès 2013, nous avons eu un événement qui nous a aussi poussé à réfléchir à ce que nous étions, c'est que nous avons accueilli une grande exposition qui s'appelait Césaire, l'âme Picasso. C'est une exposition qui avait été créée, produite au Grand Palais en 2011 par Daniel Maximin, qui était commissaire général de l'année des Outre-mer, qui était aussi une réponse du gouvernement français à la crise de 2009. Donc il avait fait cette grande exposition qui mettait en relation Picasso, Wilfredo Lam et Césaire au Grand Palais, et il nous avait proposé de la montrer à la Martinique. Mais en 2011, nos salles ne permettaient pas d'accueillir des œuvres de cette importance, des Picasso, des choses comme ça, prêtées par des grandes institutions internationales. Notre salle n'était pas aux normes pour ça. Donc on a réfléchi et on a pris 2 ans et on a fait des travaux dans cette salle de la Cuverie pour accueillir cette exposition. C'était un succès phénoménal. On l'a ouverte en décembre 2013 et on a vu arriver le public martiniquais, mais en très grand nombre, pendant 3 mois, et les gens sont venus et revenus. On a fait un cycle de conférences à peu près tous les dimanches, et les mêmes personnes revenaient tous les dimanches. Et au bout de la 2e fois, on s'est dit bon ça va se tasser. Ils ont vu 3 fois, mais non, ils sont revenus. Et là, on a pris conscience qu'on avait un public qui avait une attente très forte, et que notre travail n'était pas seulement de soutenir des artistes en produisant des expositions d'artistes martiniquais, guadeloupéens ou de la Caraïbe, mais que notre public aussi était demandeur de produits culturels, si on va employer un terme un peu technique, et que il fallait aussi répondre à cette demande du public. Et que ce public, il avait une envie de grandes expositions, de grands projets, de ce qu'on appelle des blockbusters, surtout pour un public qui est cultivé, qui a envie d'accéder à la culture, mais qui n'a pas forcément les moyens financiers de pouvoir se déplacer hors de la Martinique. Et quand on est nous sommes des insulaires, nous habitons à 1000 ou 2000 kilomètres des États-Unis, 7000 de l'Europe, et que et qu'il n'y a pas d'avion pour l'Amérique du Sud, donc il fallait trouver une solution. Donc ça nous a fait un petit peu évoluer sur notre réflexion. Et ça nous a aussi fait basculer, alors là je parle du site Habitation Clément, qui jusqu'alors était un site touristique, qui avait été conçu dans les années 80 comme un site touristique, fait pour des touristes, principalement des touristes venus de France hexagonale, et de se dire mais ce lieu peut être aussi un lieu culturel, et ça élargit nos horizons, parce que la différence de la culture par rapport au tourisme, c'est que la culture elle s'adresse à tout le monde. Elle dépasse les questions de d'où je viens, qui je suis, et de faire évoluer le site d'un lieu touristique à un lieu culturel, abolissait finalement ces frontières, ces questions de martiniquais, métropolitains, etc. Et nous avons donc accentué cette programmation culturelle qui nous a permis d'aller chercher un public martiniquais très important et de répondre à un besoin en termes de consommation culturelle.
Donc le projet d'agrandissement de la fondation qui a ouvert en 2016, qui nous permet d'avoir 3 salles de 200 mètres carrés, donc 600 mètres d'exposition, plus des espaces de travail, des espaces de réserve, et tout un dispositif technologique de conservation, de sécurité, nous a ouvert la porte à des projets avec des institutions étrangères. On est aussi tombé dans un momentum, c'est-à-dire que ça correspondait à une époque où les grandes institutions françaises, pour pouvoir croître, pour pouvoir avoir un développement, avaient besoin de partenaires extérieurs, avaient besoin de se délocaliser, ne pouvaient plus se développer à l'intérieur de leurs propres murs. Et d'avoir un partenaire en territoire français, mais outre-mer, ça leur permettait d'aller chercher des publics nouveaux et de répondre aussi pour eux à des besoins ou des stratégies de développement qui dépassaient le strict périmètre de Paris. Et c'est comme ça que nous avons inauguré le bâtiment en janvier 2016 avec le Centre Pompidou, en proposant une exposition consacrée à Télémac qui avait été montrée au Centre Pompidou un an et demi auparavant, mais dans une version adaptée à la Martinique, et qui permettait d'accueillir donc des œuvres venues de collections publiques partout dans le monde, et entre autres du Centre Pompidou, et avec une exposition produite avec le Centre Pompidou, qui évidemment nous apportait son nom, sa réputation, sa notoriété, bon, voilà. Le Centre Pompidou, c'est une marque exceptionnelle, c'est une institution exceptionnelle. Donc pour nous, ça nous faisait monter la réputation, le niveau aussi, parce qu'il fallait être à niveau, et puis une exposition de très grande envergure. Et nous avons reproduit ce modèle-là les années qui ont suivi, alors une deuxième fois avec le Centre Pompidou, avec la Fondation d'Aper, avec l'exposition Afrique, artistes d'hier et d'aujourd'hui, avec la collection Renault, d'art moderne, avec la galerie Continua pour l'exposition de Pascal-Martin Tailloux, et puis cette année, après une interruption liée à la pandémie, avec le gouvernement du Bénin dans le cadre de l'exposition Bénin Révélation. Donc ça, évidemment, ça nous a positionnés dans une autre dimension, parce que ce sont des expositions de très grande envergure, difficiles à produire. Enfin, il faut les moyens d'organisation, de logistique, d'espace, le savoir-faire que nous avons développé depuis 20 ans pour le faire. Mais ça nous a ouvert des possibilités considérables, puisqu'aujourd'hui on est plutôt sollicité d'ailleurs que le contraire, et qu'on essaye de faire des grands projets comme ça réguliers, tout en maintenant notre programmation liée aux artistes de la Caraïbe que nous faisons sur le mode entre les grandes expositions. Et d'avoir les deux, ça nous permet de couvrir beaucoup plus large pour le public et toujours soutenir les artistes caribéens, tout en proposant au public caribéen des expositions qu'ils ne pourraient pas voir sans prendre un avion. Donc voilà un petit peu notre philosophie, voilà un petit peu la manière dont on fonctionne, voilà nos ambitions. Et que nous poursuivons avec la construction d'un nouveau bâtiment, ce qu'on appelle la Pinacothèque. Alors l'ouverture de la Pinacothèque en 2023, c'est la poursuite de cette politique, de cette ambition-là. C'était créer un nouveau bâtiment avec 650 mètres carrés d'exposition, ce qui nous double nos capacités sur un seul plateau, donc une disposition des espaces complètement différentes. Et au début, le projet avait été pensé pour présenter la collection de la Fondation Clément. Depuis 20 ans, on a constitué une collection d'artistes de la Caraïbe et on souhaitait pouvoir la montrer de manière quasi permanente. Bon, parfois entre le projet et le résultat, il y a une petite divergence, et c'est ce qui s'est passé, ce qu'on pouvait entrevoir, c'est que nous exposons à peu près à 50% du temps cette collection, mais nous utilisons aussi beaucoup cet espace, qui est un très très bel espace, pour produire des expositions sur un seul plateau, et c'est comme ça que nous allons l'utiliser dans les années à venir, en complément, enfin pour créer une autre possibilité par rapport à ce que nous avons dans la Fondation 1. Donc aujourd'hui, avec 1200 mètres carrés d'exposition et tous les services qui vont avec, les équipements, etc., les ressources humaines, on est en mesure de produire des expositions de très grande envergure, comme c'était le cas avec Bénin, qui couvrait les 2 bâtiments, et probablement à l'avenir, nous aurons d'autres projets de ce type. C'est l'aboutissement donc de 20 ans de travail,
d'adaptation à la situation, à l'évolution. C'est sûr que la situation des artistes aujourd'hui et à 20 ans n'est pas tout à fait la même. Il y a une nouvelle génération qui fonctionne un peu différemment de la génération des générations précédentes. On continuera à nous adapter à cette évolution. Aujourd'hui, on occupe une place dans le paysage culturel à la Martinique, qui est le résultat de ces 20 années de travail, qui s'adaptera aussi à la manière dont les équipements culturels vont se développer à la Martinique. Il y a des projets de lieux, d'institutions. Au fur et à mesure que ces projets vont se développer et naître et ouvrir, nous adapterons forcément notre manière de faire à cette situation. Je dois dire que ce que nous faisons aujourd'hui, la manière dont nous le faisons et l'envergure que tout ça a pris est directement lié et très collé, en tout cas, à la situation réelle. Probablement que si il y avait eu un musée d'art contemporain en 2004, nous n'aurions pas, à la Martinique, nous n'aurions pas fait les choses de la même manière. Et si ce musée avait ouvert en 2014, nous n'aurions peut-être pas fait les deux bâtiments de la même manière. Et si un musée ouvre en 2025 ou 2026 ou 2027, probablement que nous allons aussi réajuster notre manière de faire. Donc nous sommes le résultat. Nous sommes le résultat, en même temps que nous avons fait la situation d'aujourd'hui, nous sommes le résultat de cette situation, parce que notre ambition, c'est de pas aller sur des terrains qui sont déjà occupés, très occupés, c'est plutôt d'occuper des terrains relativement vierges et de faire des propositions, une manière de faire. Nous prenons peu la parole, nous intervenons peu dans la discussion, dans le débat public. Je dois dire que notre manière de nous exprimer, c'est l'action. Nous faisons, et ce que nous faisons a valeur de manifeste, à valeur de notre discours, et c'est une manière de dire voilà comment nous pensons que les choses peuvent être faites à la Martinique. La Fondation Clément depuis a développé d'autres activités, donc par exemple les collections documentaires que nous avons ici. C'est un très très gros projet qui consiste à collecter des archives de la bibliothèque concernant l'histoire de la Martinique et dans la Caraïbe, que nous continuons à développer. Nous faisons beaucoup d'acquisitions. C'est fait pour maintenir sur le territoire le patrimoine documentaire, faire en sorte que ce patrimoine ne soit pas dispersé, ne quitte pas la Martinique. Et nous avons repris en 2019 la gestion du musée de Saint-Pierre, qui est un musée municipal, un musée qui a un label Musée de France, donc contrôlé par le ministère de la Culture, et dans le cadre d'une délégation de service public, nous avons rénové et nous gérons le musée pour 7 ans pour le compte de la ville de Saint-Pierre. C'est un musée que nous avons entièrement rénové, qui est très dynamique, qui reçoit énormément de visiteurs. Nous allons faire environ 55-57 000 visiteurs en 2024. C'est le musée le plus fréquenté de la Martinique. Et avec beaucoup de contraintes. C'est un musée qui fait seulement 120 mètres carrés. Donc la question de la surface est primordiale. Nous avons pris le parti lors de la rénovation du musée de ne pas agrandir le musée, de ne pas construire une extension, un nouveau bâtiment, et de utiliser la contrainte existante comme un point de départ, comme une donnée dont il fallait tenir compte et faire avec. Et ça prouve en tout cas que l'agrandissement et les surfaces de très grande envergure ne sont pas toujours la solution. Ce qui vient contrebalancer justement notre politique au François, où on a été sur de la grande surface, qui nous permet de faire les projets d'aujourd'hui, mais ce n'est pas forcément la solution, et que parfois, et ça rejoint un peu ce que je disais au début de cette entrevue sur la question de la case à Léo, qui fait seulement 80 mètres carrés, une petite surface permet de faire de très beaux projets et n'est pas forcément un obstacle à une politique ou à une programmation culturelle de qualité. Donc le musée de Saint-Pierre, pour nous, est très important. C'est aussi un peu un laboratoire. C'est là où on peut expérimenter des choses en matière de politique culturelle, de développement culturel. Et nous espérons pouvoir gérer le musée de Saint-Pierre encore longtemps, parce que nous sommes très attachés et nous avons beaucoup de projets pour Saint-Pierre. Mais c'est quelque chose qui n'était pas prévu il y a 20 ans, évidemment, quand nous avons créé la fondation, qui est arrivée comme ça. C'était une opportunité qui a surgi en 2019, que nous avons saisie
et qui nous a permis de tester et de valider une manière de faire du développement culturel que nous avons débuté il y a 25 ans, voire même maintenant 30 ans, à la Martinique, et qui fonctionne bien jusqu'à maintenant. La programmation est faite à l'année. On travaille sur l'année ou 2 ans à peu près. Là, par exemple, notre programmation est faite jusqu'en janvier, enfin sur un an, mais on a déjà au moins 3 ou 4 projets pour 2025 qui sont en cours, avec des personnes qui travaillent, des commissaires, des personnes à qui nous avons commandé des projets qui travaillent dessus déjà. Même s'ils sont pas programmés dans le calendrier, on sait que ces projets-là sont en cours de réalisation. Alors, comment construit-on une programmation et comment choisissons-nous les artistes? Je pense qu'on a dû produire à peu près 150 expositions en 20 ans. En artistes, ça doit faire quelque chose comme 600 ou 700 artistes qui ont exposé chez nous. Donc il y a plusieurs manières de faire. Il y a des expositions solo, comme Jean-Marc Hunt en ce moment, par exemple. Évidemment, une exposition solo sur 3 salles, ça demande un artiste qui a déjà une certaine surface. Faut être capable, faut avoir une production, faut être capable aussi de gérer un projet de cette envergure. Nous, la production d'une exposition, c'est quand même un investissement important. On a aussi une obligation vis-à-vis de notre public, donc on doit avoir une certaine sécurité avec les artistes quand on les lance sur un projet. Donc se lancer sur un projet d'exposition sur 3 salles auprès d'un artiste un petit peu jeune ou qui manque d'expérience ou qui n'a pas une production suffisante, c'est pas envisageable. Nous ne sommes pas un lieu, je pense aujourd'hui c'est affirmé et assumé, nous ne sommes pas un lieu forcément où on va faire sortir des artistes complètement inconnus. Le lieu est trop gros déjà. Les surfaces sont trop importantes pour pouvoir prendre ce risque-là. Et il y a peut-être des lieux aujourd'hui à la Martinique, des lieux associatifs, des lieux très très bien faits, vraiment une certaine densité, qui sont peut-être plus appropriés pour faire ce genre d'exposition avec des artistes vraiment émergents, etc. Donc alors ça, ce sont les expositions solo, et nous avons beaucoup d'expositions collectives, ce qui nous permet à ce moment-là de faire rentrer de nouveaux artistes dans nos murs, dans le cadre d'une exposition collective, ce qui évidemment permet de minimiser les risques. Puisque l'artiste il va présenter 2-3 pièces parmi beaucoup d'autres, donc ça permet comme ça de voir un petit peu comment ça se passe, comment ça réagit, le succès de l'artiste. Et après, on va pouvoir prendre dans ces artistes qui ont exposé dans des expositions collectives pour leur proposer une exposition solo sur une salle de 200 mètres carrés ou sur 2 salles, 400 ou 3 salles, etc. Bon, voilà. Donc c'est un petit peu comme ça que nous fonctionnons. Nous produisons entièrement nos expositions. Depuis le début, ce qui était pas tout à fait l'usage à la Martinique. À la Martinique, il n'y avait pas beaucoup de lieux d'exposition et les artistes arrivaient avec leur tableau sous le bras et devaient un petit peu se débrouiller pour monter leur exposition. Ce qui était une charge très lourde pour eux. Et puis, un artiste, il est là pour créer des œuvres, il n'est pas là pour monter des expositions. Enfin, ce sont des métiers différents. Nous produisons entièrement l'exposition. Nous sommes à l'initiative de l'exposition. Parfois, les artistes viennent nous proposer des projets qu'on accepte, qu'on fait évoluer évidemment. Nous produisons l'exposition, nous transportons les œuvres, nous transportons les artistes et les gens autour. Nous gérons l'accrochage, nous gérons toute la mise en place des salles. À chaque exposition, nous repeignons l'ensemble de nos salles. Et nous construisons une scénographie si nécessaire. Et si l'artiste souhaite présenter des œuvres de type installation ou des œuvres assez monumentales produites spécifiquement pour l'exposition, nous l'accompagnons dans la production de ces pièces. Voilà. Techniquement, voire financièrement. Donc nous engageons beaucoup dans l'exposition. C'est vraiment, contrairement à ce qui s'est beaucoup fait ou se fait encore à la Martinique, nous faisons pas de mise à disposition de l'espace. C'est beaucoup plus que ça. Donc nous sommes des partenaires très forts dans le projet d'exposition de l'artiste et nous assurons évidemment toute la médiation, l'ouverture au public et les événements associés pour que l'exposition ait une visibilité, soit fréquentée pendant sa durée. Et les expositions durent environ 2 mois, 8 semaines.